Monsieur le Premier ministre, merci de nous accorder cette interview. Nous sommes au siège de la résidence de l'ambassade de France et merci de répondre à nos questions. Merci de m'accueillir. Même si les yeux sont rivés vers la Russie, on peut dire, et je vous rejoins là pour dire que le monde ne va pas très bien en ce moment, Monsieur le Premier ministre. C'est le moins qu'on puisse dire. Où qu'on se tourne, l'on sent l'inquiétude et les tensions, voire même des risques de guerre. Quand on voit aujourd'hui le choc des puissances avec cette donnée nouvelle au sein de la mondialisation, de tensions très fortes entre la Chine et les États-Unis. Et tout ceci, évidemment, crée un certain malaise à nous, chacun, les uns et les autres, l'Europe, de ce côté-ci aussi, de la Méditerranée, de prendre davantage de responsabilités. C'est un peu la responsabilité dans un monde multipolaire. Nous sommes aujourd'hui, chacun, davantage responsables du sort de l'humanité tout entière. Et ici, en Tunisie, se joue une partie essentielle. Parce que, quand on regarde en arrière, depuis le début des printemps arabes, ce qui a commencé avec les printemps arabes, eh bien, aujourd'hui, est un peu dans une situation d'incertitude. Et seule la Tunisie est porteuse de bonnes nouvelles. Seule la Tunisie porte l'espoir d'une transition démocratique réussie. C'est une fierté pour le peuple tunisien. Mais c'est aussi une lourde responsabilité de continuer d'avancer, de continuer d'innover, d'inventer. Et bien sûr, c'est aussi un devoir pour la France, pour l'Europe, que de vous accompagner sur cette route du changement. Vous venez de dire beaucoup de choses intéressantes. Vous avez dit pour la Tunisie, par exemple, il faut innover et inventer. Qu'est-ce que vous entendez par là ? La Tunisie a, depuis 55 ans, porté un modèle original. Et on le voit bien aujourd'hui avec votre Constitution qui pose la règle d'un État civil. On le voit avec la capacité qu'a eue la Tunisie et les Tunisiens de porter cette idée d'un enseignement généralisé. On le voit avec cette donnée proprement révolutionnaire d'une égalité entre les hommes et les femmes. Et la commission présidentielle préconise, il y a quelques jours, l'égalité successorale. C'est véritablement des avancées considérables. Et ce sont des atouts de modernité, de confiance en soi pour les Tunisiennes et les Tunisiens. Je le disais tout à l'heure, fierté, le mot n'est pas trop fort, fierté de porter quelque chose qui, nous le savons tous, va grandir dans le monde arabe, va grandir dans le monde émergent, qui prendra du temps. Eh bien, les Tunisiens et les Tunisiennes sont à la pointe de ce mouvement. Et c'est pour ça qu'il faut réussir. Aujourd'hui, il y a un défi politique où beaucoup de points ont été marqués. Le président de la République, le gouvernement, les responsables politiques dans leur ensemble, le dialogue national, ont marqué des points. Marquer des points par une détermination à regarder vers l'avant et à progresser sur le chemin. Mais il y a des difficultés économiques. Il y a des difficultés économiques, même si, on le voit, la croissance progresse, se consolide, certains atouts historiques de la Tunisie repartent, le tourisme, l'agriculture, une saison particulièrement bonne. Mais il faut aller plus loin. Ce n'est pas suffisant pour répondre aux attentes qui s'expriment dans les campagnes, à l'intérieur du pays, au-delà des côtes. Donc, il y a aujourd'hui des résultats à apporter sur le plan économique, sur le front social. Et puis, il y a un autre défi qui nous concerne, nous, Français et Européens, également, qui est le défi migratoire. On voit bien que du sud du Sahara arrivent de nombreux immigrants qui sont attirés par les lumières de l'Europe. Donc, nous avons des défis communs à relever, et ces défis, nous devons être suffisamment audacieux pour les porter avec des solutions nouvelles. Dans le respect de la souveraineté de la Tunisie, alors même que la Tunisie subit le contre-coup de la stabilité à ses frontières. Le drame libyen a été payé comptant par les Tunisiens. Nous savons tous ce que cela comportait d'emplois de l'autre côté de la frontière, et une instabilité a été générée
par la situation libyenne. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité, bien sûr, d'essayer, par le jeu de la diplomatie, de stabiliser les choses. Et je me réjouis de voir que la diplomatie tunisienne a repris ô combien des couleurs. En 2019, Tunis sera la capitale du monde arabe, recevra le sommet de la Ligue arabe. Et en 2020, ce sera le sommet de la francophonie, capitale de la francophonie. Donc c'est dire à quel point, et tout ça à l'unanimité des votants pour la Ligue arabe, donc tout ça dans un respect, dans la reconnaissance du travail et de l'effort fait par la Tunisie et les Tunisiens. Donc je crois que ce sont des étapes, mais nous devons aller plus loin. Et je pense que dans le défi économique et social, comme dans le défi migratoire, il y a aujourd'hui à trouver sur l'ensemble de ces questions une approche qui, une fois de plus, respectueuse de la souveraineté tunisienne, permette de répondre aux exigences, aux préoccupations et aux peurs. Il faut toujours prendre en compte les peurs sans en être victime. Il faut trouver des pistes nouvelles. Des pistes nouvelles et des choses nouvelles, des visions nouvelles. Vous êtes connu, Monsieur le Premier ministre, pour justement avoir ces visions. Aujourd'hui, il y a des choses, il y a des chemins vers lesquels on peut aller. Vous avez parlé dernièrement de l'importance du Maghreb pour la Tunisie, de l'importance de l'Afrique, de l'importance de s'ouvrir vers de nouveaux marchés, ce qui répondra aux attentes du peuple tunisien. Et vous l'avez d'ailleurs dit plusieurs fois, vous dites il faut être à l'écoute des peuples. C'est plus que jamais nécessaire. On le voit, la Tunisie, par son travail et sa détermination, a bénéficié de l'attention, d'une attention soutenue de la part des pays occidentaux et des pays européens. Mais pas encore suffisamment. Beaucoup d'espoirs sont nés avec le sommet du G7 de Deauville, pas assez de résultats obtenus. Ce profil dans quelques mois. Et quelques incompréhensions aussi. Et forcément, quand les résultats... Notamment dans la dernière classification de la Tunisie. Absolument, sur absolument. Les listes, donc quand les résultats ne sont pas là, il y a des incompréhensions, il y a des malentendus, il faut aller au-delà. Nous avons la perspective d'organiser en France le sommet du G7 de Biarritz. Et je veux croire qu'à cette occasion, la singularité, les efforts tunisiens seront récompensés et davantage accompagnés. Ça, c'est pour le G7. Le G7, nous le savons, nous l'avons vu au Canada, qui rencontre lui-même des difficultés compte tenu des positions américaines. Mais il y a une enceinte qui a une responsabilité particulière et avec laquelle les liens sont si forts que nous devons commencer par là. C'est l'Union européenne. L'Union européenne et la Tunisie doivent aller plus vite, plus loin, plus fort. Et je pense que face aux défis économiques et sociaux tunisiens et compte tenu de l'enjeu migratoire, nous avons là à explorer un certain nombre de pistes qui sont susceptibles de répondre à nos préoccupations communes. Et je pense que aujourd'hui, la Tunisie a les moyens d'avancer et l'expérience acquise à la suite de la crise libyenne. Le travail qui a été fait, notamment sur le contrôle des frontières, le travail qui a été fait dans la lutte contre le terrorisme, on a tous vécu et partagé avec vous les drames de 2015, de part et d'autre. Tout ceci aujourd'hui constitue un acquis pour la Tunisie. Dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte contre le phénomène migratoire, il faut capitaliser sur cette expérience et essayer d'aller plus loin pour montrer qu'il y a des voies efficaces possibles. Il ne faut pas sous-estimer le temps démocratique. Et vous avez des échéances, nous avons des échéances. Il y a une échéance en Europe très importante. 2019 ? C'est 2019. L'échéance des européennes, nous ne pouvons pas décevoir les peuples européens. Sans quoi, nous aurons un Parlement européen eurosceptique, nous aurons sans doute un président de la Commission eurosceptique, et je dirais, l'Europe serait gravement atteinte. De la même façon, en Tunisie, vous avez des échéances intérieures, des échéances législatives, des échéances présidentielles après les municipales. Le président de la République a une vision très forte et veut, avec le gouvernement, essayer d'apporter des réponses. Eh bien, d'ici à 2019, je pense que pour l'Union européenne, avec évidemment en responsabilité particulière la France, l'Allemagne, qui fait beaucoup en direction de la Tunisie, mais aussi, et il y a peut-être une opportunité qui apparaît aujourd'hui comme un handicap, mais qui, à mon sens, peut être une chance. Avec l'Italie,
avec l'Espagne, qui aujourd'hui sont aux avant-postes des difficultés sur le front de la migration, eh bien de porter tous ensemble, avec les autres Européens, des solutions audacieuses qui permettent véritablement ici de marquer des succès et de montrer qu'il y a un destin commun de part et d'autre de la Méditerranée. D'optimisme chez vous, Monsieur le Premier ministre, quand on voit aujourd'hui la montée de l'extrémisme, quand on voit la montée du radicalisme en Europe, ce qui se passe les dernières élections en Italie, on voit un petit peu un eurosceptisme. Et donc vous parlez de l'Europe aujourd'hui et des relations futures entre la Tunisie et l'Europe, mais en même temps, il y a ces nouveaux mouvements qui montent et qui ne présagent pas beaucoup de belles choses. Vous avez raison, et c'est pour cela qu'il faut savoir définir des priorités et porter son attention là où ça peut marcher. Et croyez bien, c'est pas d'un excès d'optimisme dont je pêcherai, c'est pas de céder à des illusions. Je pense qu'entre l'Union européenne et la Tunisie, il y a une belle histoire qui peut s'écrire dans les prochains mois. C'est une opportunité. Je ne dis pas que cela durera. Je ne dirais pas non plus qu'il n'y a pas de grandes difficultés qui sont devant nous, mais je dis que sur ce point précis, sur la possibilité que nous avons, et c'est une responsabilité que nous avons également, eh bien, de travailler ensemble très concrètement, en marquant des points très rapidement, c'est aujourd'hui possible. Alors, nous voyons bien la montée des démocraties libérales en Europe, la situation de la Hongrie, la situation de la Pologne. Nous voyons bien la tentation qui existe, y compris en Allemagne, de marcher avec les Autrichiens et les Italiens. Mais j'allais dire, justement, la volonté tunisienne de regarder vers l'avant, les besoins de la Tunisie, les besoins et les peurs qui existent aujourd'hui en Europe font que nous avons chacun, de notre côté de la Méditerranée, une partie des clés. Et donc, si nous travaillons ensemble, nous pouvons essayer de trouver les bonnes clés pour ouvrir les bonnes portes et montrer à nos peuples que nous ne sommes pas condamnés à l'impuissance et à l'inefficacité. Il y a l'impuissance face à la crise des migrants, par contre, et notamment la dernière en titre, la dernière crise, illustrée par l'affaire de l'Aquarius, qui a fait couler beaucoup d'encre. On a vu donc la souffrance, le malheur des uns et des autres et des gens. Donc, et puis une autre crise en Tunisie avec donc le naufrage d'un bateau et des dizaines de morts. C'est une crise énorme. Ce sont des drames terribles. C'est aussi une responsabilité sur le plan humanitaire que nous avons, et c'est pour cela qu'il faut trouver les bonnes solutions, il faut trouver les bons mots, il faut trouver les bons gestes. Et c'est vrai que il peut y avoir ici et là la tentation de l'inacceptable, la tentation de l'inhumain ou de l'amalgame. Nous avons suffisamment appris de l'histoire pour essayer d'éviter ces écueils. Et je sais que de ce point de vue-là, le président Béji Caïd Essebsi et le président Macron sont sur la même longueur d'onde. Il faut trouver des solutions qui soient bonnes pour nous tous, des solutions gagnant-gagnant, et elles sont possibles. Donc, inspirons-nous de ce qui a marché. Le premier accord qui avait été signé entre la Tunisie et l'Italie en 2011 était un bon accord. Et on s'accorde pour le dire des deux côtés. Donc voyons ce qui a marché, construisons à partir de là, évitons d'autres solutions qui ont été étudiées depuis. Alors qu'aujourd'hui on est à l'accord et à la position totalement opposée par rapport à l'Italie. C'est pour cela que je le dis bien, il faut savoir poser les bases, et nous ne pouvons le faire que dans un travail concerté, mais un travail accéléré. Je pense que plus que jamais, nous avons un calendrier qui nous est imposé. Et il faut, d'ici la fin de l'année, avoir réussi à franchir les étapes. C'est une question de mobilisation, c'est une question d'imagination. Le président me le disait ce matin, et il a raison. Il faut que nous ayons la capacité d'imaginer ensemble des solutions nouvelles, respectueuses de chacun. Est-ce que c'était le point essentiel qui a été au cœur de votre entrevue avec le président Béji Caïd Essebsi ce matin? C'est un des points importants. Le point essentiel, c'est la confiance que le président m'a exprimée dans la capacité du peuple tunisien à trouver les bonnes solutions. Et c'est vrai que je n'ignore rien des épreuves, des souffrances, des inquiétudes qui existent ici, chez les jeunes diplômés, chez les campagnes. Il y a une souffrance qui existe. Et c'est pour cela que nous devons être les uns et les autres apporteurs de solutions, apporteurs de réponses, et
les difficultés que nous rencontrons et qui sont aujourd'hui des difficultés communes, j'insiste sur ce point, la Tunisie rencontre des difficultés, la France rencontre des difficultés, l'Europe rencontre des difficultés, doivent nous conduire à agir et à travailler ensemble. Et je pense qu'il y a un exemple à donner dans le cadre de l'Union du Maghreb arabe. Nous voyons bien les difficultés des pays voisins, nous voyons bien la situation de la Libye. Je veux croire que le travail qui est fait conjointement par nous tous permettra d'aboutir, mais la route sera longue, alors que là, la Tunisie, elle offre un espoir pour aujourd'hui et pour demain. Donc capitalisons sur ce qui marche et qui peut marcher encore mieux. Je crois que vraiment la Tunisie doit être l'objet de nos efforts et de notre travail. Je reviens vers ma question de départ concernant l'importance du Maghreb arabe, de l'UMA, et pour vous, le fait que la Tunisie travaille dans ce cadre-là peut l'aider à passer outre ces énormes problèmes économiques. On ne va pas le nier, c'est une vérité, les chiffres sont là pour le dire. Et je reviens également vers cette ouverture vers l'Afrique qui doit se faire, selon vous, conjointement avec l'Union européenne. Vous avez raison, la Tunisie, et c'est un privilège, entretient de bonnes relations avec l'ensemble des pays de la région, l'ensemble des pays du Maghreb arabe, et ça c'est une chance. Ça donne aussi un rôle particulier à la Tunisie pour essayer d'encourager des avancées nouvelles. Il y a aussi dans ce domaine quelques bonnes nouvelles. Le fait que l'ensemble des pays du Maghreb arabe soient prêts à s'entendre pour organiser la Coupe du monde de football en 2030, ça montre que, oui, il y a un avenir possible pour les peuples de cette région et il y a une capacité à monter des projets communs. Alors, on ne va pas se mentir, il y a des difficultés sur la route. C'est vrai que la situation au Sahara occidental continue à bloquer le développement économique de la région. C'est 2 milliards d'euros par an qui sont perdus du fait des échanges qui sont entravés entre les différents États. Je crois qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais là encore, il y a un exemple à donner. Et je pense que la détermination tunisienne peut peu à peu créer l'huile, la confiance qui vont permettre de générer des attitudes nouvelles. Je pense que les peuples aujourd'hui, de plus en plus, sont responsables de leur destin et indiquent la voie à suivre à leurs dirigeants. Je crois que le bon sens finira par l'emporter ici, dans cette belle région. La Chine, Monsieur le Premier ministre, un pays que vous connaissez parfaitement, que vous visitez très souvent, on va dire, et qui souhaite aujourd'hui, la Chine, redonner la grandeur de cet empire du milieu et qui a un énorme projet qui va révolutionner le monde. Ces projets des routes de la soie, puisqu'il s'agira de plusieurs routes, notamment vers l'Europe, l'Afrique. Et vous dites que là, peut-être qu'on va vers un changement du monde, un changement de l'ordre mondial. Alors, vous avez raison, c'est un moment important qui s'impose, celui-là, à nous tous, dans le cadre de la mondialisation. Nous sommes à un moment de basculement du pouvoir. Une puissance ascendante, la Chine, peu à peu, et c'est le devoir qu'elle s'est fixé d'ici à 2049, le centenaire de la révolution chinoise, peu à peu la Chine va devenir la première puissance mondiale. Et une grande partie du raidissement américain, qu'on attribue parfois, à tort à mon avis, à la personnalité de Donald Trump, tient au fait de fondamentaux beaucoup plus importants, c'est que les États-Unis veulent retarder ce moment où la Chine prendra toute sa place sur la scène mondiale et dans tous les domaines, militaires, culturels, économiques, bien sûr. Donc, compte tenu de cette situation nouvelle, la Chine a inventé, et c'est une idée nouvelle, a inventé une diplomatie de projet qui est fondée sur la réactivation d'un projet très ancien qui était la route de la soie. Et donc la nouvelle route de la soie que veulent développer les Chinois en direction de l'Eurasie, mais aussi en direction du Moyen-Orient, de l'Afrique, voire même jusqu'en Amérique latine. C'est dire qu'ils ont une conception très souple de la géographie, vise à parier sur le développement des États et le développement des infrastructures. L'idée est très simple, et c'est un projet global, c'est un projet stratégique, c'est un projet économique, c'est un projet culturel. L'idée est que, en donnant des infrastructures qui permettent de relier les États entre eux de l'Eurasie et en direction de l'Afrique et de l'Amérique latine, on va pouvoir élever la croissance, stabiliser les sociétés, lutter contre le développement de toute forme de violence radicale et lutter contre toute forme d'impatience des peuples susceptibles d'être générés par le manque de développement.
Donc, c'est un vrai pari sur l'avenir. Et avec ça, ils se sont dotés d'outils nouveaux. C'est l'exemple de la Banque asiatique des infrastructures, qui a un capital immense pour financer des projets. Et cette diplomatie de projet, elle ne veut pas être exclusive, on ne veut exclure personne, ils veulent le faire en liaison avec les Européens qui adhèrent au capital de cette banque et en liaison avec tous les États qui souhaitent y participer. C'est un exemple intéressant. Pourquoi ? Ce que la Chine veut faire en direction de l'Eurasie, du Moyen-Orient et de l'Afrique, eh bien, c'est quelque chose qui devrait inspirer davantage les Européens en liaison avec le Maghreb et l'Afrique. Imaginez que nous ayons le même projet pour leur Afrique, que les infrastructures africaines, qui sont aujourd'hui par trop peu développées, puissent bénéficier d'un effort massif dans le domaine des transports, dans le domaine des ports, dans le domaine des aéroports. C'est un élément de développement économique majeur dont bénéficieraient les Africains et dont bénéficieraient aussi les Européens à travers leur technologie et les sociétés européennes. Donc là aussi, nous sommes dans un projet qui pourrait être gagnant-gagnant. Et c'est là la preuve qu'il faut être imaginatif. Nous devons changer la donne. Alors nous avons bien sûr un certain nombre de formats qui marchent. Nous avons le 5+5, nous avons l'Union pour la Méditerranée, mais trop lentement et trop peu. Il faut donc aller plus loin. Il faut essayer véritablement de transformer les choses en se fixant une règle. Laquelle ? Un agenda. Un agenda et des résultats. Vous savez, le grand problème du monde, où qu'on le soit, c'est l'absence de résultats. C'est un vrai défi pour la France, et c'est pour ça que le président Macron a lancé ses réformes nationales pour montrer que les choses étaient possibles. La réforme de la SNCF est passée, la réforme du droit du travail est passée. Pourquoi ? Quelle est l'idée qui est derrière ? C'est que une réforme réussie, c'est une réforme qui en permet une autre et qui encourage le changement des mentalités. Tous nos États sont au milieu du gué, avec cette peur de l'avenir au ventre, cette idée que hier c'était mieux. Certes, mais si on se rend compte que les réformes deviennent possibles, si on se rend compte qu'en avançant, eh bien l'herbe est plus verte, alors on est capable de générer plus d'enthousiasme, plus de bonne volonté, plus d'énergie. Et c'est ça le pari du changement, de la transformation. Et donc, il faut être capable de le faire chacun chez soi, mais il faut être aussi capable de le faire entre nous. Et je pense qu'entre l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique subsaharienne, il y a un grand défi. Ne l'oublions pas. L'Afrique, en 2050, c'est 2,5 milliards d'habitants. En 2100, c'est 4,5 milliards. J'étais en Afrique du Sud il y a quelques semaines. J'ai visité le grand musée du Cap, un musée privé, qui n'a pas coûté des milliers et des cents. Voilà de l'argent bien utilisé, avec des partenariats entre un certain nombre de grands acteurs. Eh bien, voilà un musée qui donne une capacité de développement à l'art africain. De la même façon, les foires qui se développent un peu partout. Nous avons une responsabilité qui est de montrer que l'Afrique a la possibilité d'aller de l'avant et de marquer des points. Si nous sommes capables, dans les différents domaines que nous avons en partage, d'avancer. Et je pense que de ce point de vue-là, la culture joue un rôle essentiel. Parce que la culture, pour la jeunesse, c'est quelque chose d'extrêmement concret, la capacité à partager un même avenir, un même espoir, à créer quelque chose de nouveau et de fort. Donc oui, attelons-nous à créer les conditions d'une évolution du marché de l'art, d'une évolution des grands réseaux, les réseaux financiers, les réseaux d'assurance, les réseaux bancaires, pour donner à l'Afrique les outils de la prise en main de son propre destin. Changer le monde, changer la vision qu'on a du monde et donc changer les mentalités, changer donc la façon de faire ou d'établir des relations. C'est cela qu'il faut faire, Monsieur le Premier ministre. C'est cela qu'il faut faire en ne négligeant jamais l'ordre des urgences. Quand on regarde l'importance de l'agenda dont vous venez de parler. L'importance de l'agenda. Il est évident que pour la Tunisie, arriver à commencer à régler la question libyenne, c'est un élément très fort de sa sécurité, c'est un élément très fort de son expansion et de son développement. De la même façon, pour l'ensemble des pays de l'Afrique centrale, du Sahel, faire en sorte que la République démocratique du Congo passe le cap des élections à la fin de l'année et véritablement arrive à avancer sur une voie d'équilibre, c'est un enjeu essentiel. De la même façon
que l'Afrique du Sud, avec le nouveau président Ramaphosa, arrive à stabiliser sa société et son économie. C'est un élément essentiel pour tous les pays du pourtour de l'Afrique australe. Donc il y a des enjeux sur lesquels il faut être capable, tous ensemble, de miser, d'avancer. Et de ce point de vue-là, nous devons faire jouer davantage les solidarités entre l'Europe et l'Afrique, les solidarités entre la France et ces pays amis. Je crois que plus que jamais, nous avons conscience des dangers, mais c'est un aiguillon, c'est un élément d'incitation pour trouver des solutions nouvelles. Et voyons à quel point nous avons des atouts sur lesquels nous pouvons miser. La Tunisie bénéficie d'un enseignement développé, bénéficie de femmes qui sont capables de prendre leur destin en main. Ce sont des atouts exceptionnels. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut être conscient de ces atouts et surtout ne pas lâcher la proie pour l'ombre. Vous étiez parmi les premiers à être conscients de l'inutilité, on va dire, de l'invasion de l'Irak. Votre nom, Monsieur le Premier ministre, est intimement lié justement à l'opposition de la France à l'intervention militaire en Irak en 2003. 15 ans en arrière, on voit les résultats aujourd'hui. Et donc j'imagine que ça vous conforte dans votre position. Et vous avez rappelé dans ce fameux discours pour lequel vous avez été applaudi, chose qui ne se fait que rarement au siège de l'ONU, pour dire que cette vieille Europe à laquelle vous appartenez et cette vieille France, par son histoire, est contre ce genre d'intervention. Le résultat aujourd'hui? Malheureusement, et nous voyons bien qu'aujourd'hui nous avons trois mots contre lesquels nous devons lutter. La tentation des idéologies radicales qui nous mènent à des impasses, la tentation du populisme coupé de toute réalité et la tentation des interventions militaires. Quand on regarde en arrière, vous le rappeliez, depuis 15 ans, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, le Yémen, la Libye, doivent nous amener à réfléchir davantage avant d'utiliser les armes. Dans des moments très particuliers, la communauté internationale peut être amenée, ensemble, de façon légitime, légale, à prendre ses responsabilités, mais une intervention militaire utile ne peut être que ponctuelle, limitée et avec une stratégie politique. Je pense même que face au grand défi, qui est le défi sahélien, le président Macron a bien fait de rééquilibrer les choses. Nous devons marcher sur deux jambes. Bien sûr, la question de la sécurité se pose, mais n'oublions pas la question du développement, n'oublions pas la question de la consolidation des États, et n'oublions pas que chacun des États du Sahel a une responsabilité particulière, qui est de mener une stratégie politique inclusive. Je trouve que le Mali n'avance pas assez vite dans la voie de l'inclusion de l'ensemble des partis. La question Touareg est toujours sur la table, la question d'un certain nombre de minorités, toujours sur la table. Cette responsabilité-là, personne ne peut la prendre à la place des Maliens. Et si l'on veut éviter que les interventions militaires, les contingents militaires ne conduisent à une situation pire encore que la situation qui précédait, eh bien, il faut prendre en compte cette dimension de développement, mais aussi cette dimension politique qui doit nous conduire à souhaiter davantage d'action, souhaiter davantage d'audace dans la recherche de solutions. Vous parlez beaucoup d'audace et dans tous les domaines. 2 points, Monsieur le Premier ministre. Vous avez déclaré que le problème du terrorisme doit être résolu avec intelligence et non avec brutalité. Comment peut-on le faire? Je pense que le terrorisme est un mal extraordinairement complexe. Et parce qu'il est complexe, on a tendance à vouloir immédiatement simplifier. Et on prend un marteau et on tape sur le clou et on pense qu'on a réglé le problème. C'est une erreur. Mais il est complexe, mais en même temps, il est changeant. Il est mouvant. Le terrorisme est incroyablement opportuniste dans sa façon de s'adapter à des situations qui bougent. On croit que le terrorisme a disparu ou va disparaître de Syrie et d'Irak. Ce serait trop simple. Le terrorisme, il naît toujours sur un terreau qui est celui de la pauvreté, de l'injustice et des erreurs commises par certains États, et en particulier l'erreur militariste. Je crois qu'il faut davantage de subtilité quand on traite cette question. Il faut beaucoup de fermeté, et c'est vrai que dans le domaine de la sécurité, il faut être capable de prendre des mesures, d'adopter des dispositifs qui sont adaptés à ce mal,
mais il faut en même temps ne pas sous-estimer la capacité du terrorisme à changer, à s'adapter et à saisir toutes les opportunités. C'est ce qui a été fait en Irak au lendemain de l'intervention américaine, où l'on a vu les élites irakiennes qui soutenaient Saddam Hussein rejoindre Al-Qaïda et puis l'État islamique. Donc il faut prendre en compte cette complexité, prendre en compte cet opportunisme pour véritablement être efficace et savoir que, en tout cas, le terrorisme exige une très forte solidarité internationale. Aucun de nos États seul peut être efficace face au terrorisme. Et c'est là où la dimension du renseignement, la dimension policière, la dimension judiciaire, dans le cadre national, mais aussi dans le cadre international, doit être évidemment adaptée à cet enjeu. Qu'est-ce qui a fait le lit de ce terrorisme ? Le terrorisme, une fois de plus, parce qu'il est opportuniste, se nourrit de beaucoup de maux, mais au départ, un certain sentiment d'injustice constitue souvent le terreau propice, ou une situation jugée inadmissible d'interférence ou d'ingérence étrangère. C'est ce qui s'est passé en Irak, où les deux se sont conjugués. Mais, avant toute chose, c'est la fragilité d'un État. Quand un État est fragile, pire encore quand il est failli, c'est parfaitement le terreau idéal pour le développement du terrorisme. Rappelons-nous la situation de la Somalie. Quand un pays sombre, alors évidemment il est livré aux bandes, il est livré aux clans, il est livré au trafic, il est livré à toutes les mauvaises intentions, et le terrorisme se développe. C'est ce qui s'est passé en Afghanistan, c'est ce qui passe partout. Donc il faut toujours se mobiliser quand on voit un État commencer à faiblir ou à faillir. C'est le drame du Yémen. Évitons donc la politique qui a été la tentation occidentale du changement de régime, où on liquide un régime et on croit que le problème est réglé. Eh bien non, on se retrouve devant une situation qui est pire que celle qui précédait. Évitons également... Vous parlez de l'Irak, là, mais est-ce que vous parlez aussi de la Syrie ? Je parle de l'Afghanistan, je parle de la Syrie. Il faut être pragmatique dans la lutte contre le terrorisme, poser les bases d'un État stable et d'un État qui rassemble, poser les bases d'un État qui est capable de se mobiliser pour donner une place à chacun. Le terrorisme se nourrit de toutes ses fragilités et de toutes ses faiblesses. Dans votre livre « Mémoire et paix, pourtant de guerre », je crois que c'est votre dernier essai, Monsieur le Premier ministre, et d'ailleurs, la problématique qui a été discutée dans le cadre d'une intervention que vous avez faite à l'Université centrale, c'était guerre et paix, justement. Vous dites et vous écrivez, et vous critiquez la diplomatie occidentale faite de guerre, de menaces, de sanctions et d'exclusion. L'ordre mondial ne serait finalement qu'un ordre de force et d'action militaire, Monsieur le Premier ministre ? Trop souvent. Et c'est la tentation, parce que c'est plus simple. C'est la tentation des États forts qui pensent qu'il y a des raccourcis historiques et qu'on peut régler un problème en envoyant quelques divisions, quelques drones, et qu'ainsi les peuples n'auront plus qu'à se taire. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Les injustices voyagent. Et elles sont capables de rester en terre très longtemps, dans les mémoires très longtemps, dans les cœurs très longtemps avant de se réveiller. Regardez la question palestinienne. Certains veulent croire dans le monde arabe que c'est maintenant une question réglée parce qu'elle est au second plan et qu'elle n'est plus sur le devant de la scène. Et c'est vrai que les Palestiniens se sont divisés, c'est vrai que aujourd'hui il y a cette alliance un peu incongrue entre l'Arabie saoudite, Israël, contre les États-Unis, contre l'Iran. Mais n'oublions pas les peuples, n'oublions pas la mémoire des peuples, n'oublions pas la souffrance des peuples. Et la question palestinienne restera centrale dans la mémoire des peuples arabes. Et c'est notre honneur, à nous tous, que de nous en soucier et d'essayer de continuer d'y apporter des réponses. Et je pense même que cela peut être un élément de la solution. Vous voyez, s'il y a une question où les Iraniens, les Saoudiens, l'ensemble des pays de cette région peuvent se retrouver, les Jordaniens qui aujourd'hui sont dans la difficulté, le Liban, c'est bien cette question palestinienne. Et c'est véritablement un des messages forts que nous devons adresser à nos amis américains. On ne peut pas faire l'impasse sur la souffrance des peuples. Ces amis américains, on rappelle que dernièrement, Donald Trump a décidé le retrait des États-Unis du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en accusant l'institution, donc l'ONU, d'hypocrisie et de parti pris contre Israël. À hypocrisie, hypocrisie et demie. On voit bien que la réponse de Donald Trump sonne faux.
il y a une réalité de cette commission qui est de poser problème depuis de nombreuses années. Mais il y a aussi un devoir de cette commission qui est d'essayer d'avancer en incluant le plus possible les uns et les autres et en faisant progresser pas à pas cette question si importante des droits de l'homme. Donc prendre prétexte de la question d'Israël au sein de cette commission me paraît pas à la mesure des enjeux. Et les États-Unis, qui ont une tradition, une histoire, des devoirs vis-à-vis des droits de l'homme, ont bien sûr, à mon sens, une responsabilité particulière à assumer dans ce domaine et s'exclure, comme le font les Américains, d'un certain nombre de ces devoirs, comme ils l'ont fait en ce qui concerne l'accord sur le climat, comme ils l'ont fait de l'accord de partenariat pacifique, comme ils l'ont fait de l'accord sur l'Iran de 2015, n'est pas la solution. Mais on le voit bien, c'est la tentation unilatérale, la tentation isolationniste et parfois la tentation militariste, même s'il y a des exceptions, comme le dialogue, la reprise d'un dialogue avec la Corée du Nord, c'est aujourd'hui la tentation américaine. Mais nous avons, nous, amis et alliés des États-Unis, le devoir de continuer à essayer de faire passer ce message et je pense que cette détermination, un jour, sera payante parce que les Américains se rendront compte très vite que le coût de cette politique, eh bien, ils seront les premiers à le payer. Le coût sera lourd pour la diplomatie américaine, le coût sera lourd pour les Américains et la place des États-Unis dans le monde. Donc il faut souhaiter que très vite ils puissent se rendre compte des erreurs qu'ils sont en train de commettre. J'imagine qu'une des erreurs a été de séparer les enfants de leurs parents. Dernièrement, ces jours-ci, donc cette situation dramatique qui a levé un tollé mondial. Mais nous avons là devant les yeux cet inacceptable auquel peut conduire la peur et l'inconséquence sur la question migratoire. Et c'est là où nous avons vraiment, nos dirigeants, nous tous, nous avons un devoir pour essayer de trouver les bonnes solutions adaptées à la situation. Nous voyons bien que c'est inacceptable, c'est véritablement inacceptable que de voir un État démocratique comme les États-Unis prendre des positions comme celle-ci. Je suis heureux que le président Trump aujourd'hui le reconnaisse devant la levée de boucliers. Mais nous devons prendre conscience de ce à quoi peut nous conduire le type de politique dramatique auquel nous pouvons être conduits sur cette question compte tenu de la pression qui existe aujourd'hui dans nos sociétés. Et c'est pour cela qu'il faut reprendre un temps d'avance sur cette question, en faisant des propositions, en ayant de l'audace, en ayant la capacité d'inventer de nouvelles réponses et de nouveaux systèmes. Et c'est aujourd'hui, pour la Tunisie, comme pour la France et l'Europe, une responsabilité particulière que nous avons à assumer. Un des mots qui est revenu très souvent dans notre interview, Monsieur le Premier ministre, c'est le mot audace. De toutes parts, vous demandez de l'audace, vous pensez que là, on est dans une situation d'immobilisme généralisé qui fait que c'est le fait que vous soyez un petit peu en dehors de la sphère politique qui vous permet de dire qu'on manque d'audace aujourd'hui dans tous les domaines, on va dire. La vérité, c'est que j'ai toujours été marqué par une conception tragique de l'histoire. Et que peut-être plus que d'autres, compte tenu de mon histoire personnelle ou de mon histoire familiale, j'ai été marqué par les tragédies qui ont été celles du XXe siècle, les guerres qui ont été celles du XXe siècle. Je suis issu d'une famille de militaires depuis de nombreuses générations. Donc, je ressens bien aujourd'hui à quel point les tambours qui partout résonnent, roulent, sont ceux qui nous annoncent des jours difficiles. Et c'est parce que je vois cette urgence, parce que je vois cette angoisse dans le regard de nos peuples monter, que je crois que l'action politique ne doit pas être en retard. La politique, c'est pas de courir après les demandes des peuples, c'est de précéder, c'est de répondre, c'est de désamorcer les peurs. Et là, nous sommes, nous Européens, devant un risque majeur, qui est celui de voir se déconstruire ce que des générations ont construit, une construction européenne, un espoir européen qui nous a apporté la paix et la démocratie pendant de nombreuses décennies. Si nous ne voulons pas revenir en arrière, revenir à ce qu'a été le chaos du XXe siècle, eh bien, nous avons le devoir de transformer aujourd'hui ces peurs et ces inquiétudes en politique. La politique, c'est ça, c'est une alchimie. On transforme des peurs en décisions.
et en décisions qui rassurent, en décisions qui donnent confiance, en décisions qui forcent en quelque sorte le regard à regarder devant vers l'avenir. Donc, oui, faire de la politique, mais pas la politique facile, pas la politique qui permet de gagner des élections en rassemblant dans la peur des électeurs, non, la politique difficile, la politique qui veut convaincre, la politique qui veut faire des exemples, la politique qui veut marquer des points, la politique qui veut faire se lever l'histoire et l'espoir à partir de résultats concrets. Juste une question par rapport à la politique française et au parti français. On voit les problèmes au sein des Républicains, on voit les problèmes au sein du PS, la montée des mouvements, des nouveaux mouvements, ce qui se passe autour de la France. Est-ce la fin des structures classiques, conservatrices des partis, et on va vers la montée ou la venue de nouvelles façons de faire la politique ? Alors, est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est le début de quelque chose? C'est toujours très difficile à dire, et c'est qu'avec le recul qu'on peut arriver à mesurer exactement la réalité du moment. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une transformation qui est engagée en France, une transformation majeure. Le président Emmanuel Macron, en arrivant au pouvoir, l'a annoncé, avec l'espoir d'accompagner cette transformation nationale d'une transformation européenne. On voit bien que les choses sont compliquées, prennent plus de temps qu'il ne l'aurait souhaité. Mais la réalité politique aujourd'hui peine à s'adapter à cette situation nouvelle. Donc, on le voit bien, à droite comme à gauche, il y a des mouvements, des hésitations. L'opinion elle-même s'interroge. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que la décision, l'action soit plus forte que les interrogations, plus rapide que les interrogations, et que la recomposition puisse se faire de façon positive. Si nous pouvions redécouvrir en France l'idée qu'une opposition, c'est aussi fait pour proposer, pas uniquement pour stérilement s'opposer et dénigrer et détruire. Regardez Donald Trump qui n'a de cesse que de défaire ce que son prédécesseur a fait. Si la politique, c'est de détruire ce que ceux qui avant vous sont venus ont fait, la politique n'a pas de sens parce qu'elle devient stérile et fait du surplace. Non, c'est de construire ensemble. Et la démocratie, c'est quand l'opposition et la majorité, chacun sont à sa place pour que le peuple gagne. Ne l'oublions jamais. Au cœur de la démocratie, il y a le peuple. Et il faut que le peuple gagne. Si le peuple est pris en otage par les partis politiques, si c'est le peuple qui paye l'addition, alors il y a à s'inquiéter pour l'avenir. Monsieur le Premier ministre, vous aimez le foot, vous aimez la poésie, vous aimez l'histoire, vous écrivez beaucoup, vous avez écrit beaucoup d'essais, vous avez écrit de la poésie aussi. En ce moment, on est en pleine Coupe du Monde. Est-ce qu'on attend un livre sur le football? Peut-être pas un livre sur le football, mais le football nous amène à une morale intéressante, qui est que tout le monde a sa chance. J'ai vu à peu près tous les matchs qui se sont déroulés depuis le départ. Et j'ai été frappé de voir que des petites équipes, et parfois des équipes ou des équipes plus importantes, mais qui étaient données comme perdantes, prenez l'exemple de la Russie, eh bien sont capables d'en remontrer à des grandes équipes. Et ça, c'est formidable. Donc ce que je veux, c'est que véritablement chacun, quelle que soit sa place, quel que soit son niveau, se dise c'est comme en foot, on peut gagner. On peut gagner si on se donne les moyens, on peut gagner si on se donne du mal. C'est ça véritablement l'enjeu de la démocratie. Chacun à sa place, à sa chance. Merci beaucoup, Monsieur Dominique de Villepin. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci pour l'intérêt que vous portez à notre pays. Je vous souhaite bon vent. Et bon vent à la Tunisie. Merci un pays beaucoup. Que j'aime. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. شكرا لكم وإن شاء الله في لقاءات أخرى على قناة الحوار التونسي.